Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour votre quotidienne appel sur le continent. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique d'actualité. Il s'agit bien évidemment du forum des 20 plus grandes puissances économiques qui a eu lieu du côté de l'Afrique du Sud du 22 au 23 novembre 2025. Rappelant que le G20 voilà, a été créé en 1999. C'est un forum intergouvernemental composé de 19 pays aux économies les plus élevées et développées du monde, avec en plus de l'Union européenne et de l'Union africaine admise voilà, en 2023. Le G20 représente 85% du PIB mondial et 2 tiers de la population du monde. Les membres du G20 sont en Amérique, l'Argentine, les États-Unis, le Brésil, le Mexique et le Canada. En Asie, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Et en Europe, on a l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Australie. L'Afrique du Sud est donc le seul pays africain faisant partie de ce forum et c'est lui qui a accueilli ce sommet du G20 à Johannesburg, voilà, le 22 et le 23 novembre 2025. Le forum s'est tenu en l'absence des États-Unis. On le rappelle encore, les États-Unis n'étaient pas présents et cela a donné lieu à une déclaration commune qui a abordé plusieurs points essentiels. Elle a tout d'abord rappelé les 3 piliers essentiels de l'association, la solidarité, l'égalité et la durabilité, qui sont là les fondements d'une croissance inclusive. Les dirigeants affirment leur engagement envers la Charte des Nations Unies, le droit international et le droit humanitaire. Ils condamnent les attaques contre les civils et les infrastructures et ils insistent sur le fait que nul État ne doit utiliser la force pour acquérir des territoires. Concernant la résilience face aux catastrophes, le sommet a appelé à renforcer les systèmes de prévision et à étendre les mécanismes de financement. Alors, pour parler de cette thématique centrale et d'actualité, nous avons sur ce plateau aujourd'hui notre consort de la CGTN. J'ai nommé Zhang Wishan qui nous rejoint tout droit de Beijing, c'est en Chine. Alors Zhang Shanhui, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision panafricaine pour ce numéro d'appel sur le continent. Bonsoir, bonjour, un grand plaisir d'être avec vous pour participer dans cette édition pour faire le point sur le G20, cet événement tellement important pour l'Afrique et aussi pour la Chine. Alors, vous allez nous donner le point de vue de votre pays, la Chine, concernant les différents points essentiels qui ont été énoncés durant ce sommet. On le rappelle encore, deux jours successifs, l'Afrique du Sud a accueilli les plus grandes puissances économiques à l'absence des États-Unis, dont l'absence a notamment été remarquée, une absence en grande pompe, mais tous les autres pays ont répondu présents avec de nombreux guests africains. Alors, déjà, vous, quelle est votre première lecture, du moins, que pouvez-nous vous dire sur ce sommet au sortir de là? Alors, je pense que c'est un moment historique pour l'Afrique, parce que c'est la première fois que le G20 se tient en Afrique, qui est un symbole de, je dirais, l'éveil du droit de la parole africain. Et d'ailleurs, c'est aussi la première fois dans l'histoire du G20 que le sommet est organisé par un pays africain. Donc, ça porte une signification très importante pour tout le continent Afrique. C'est même très symbolique, parce que l'Afrique, issue du Sud global, et a longtemps été d'une certaine manière réduite au silence dans la communication à l'international, tant les mondes médiatiques à l'international, eh bien, c'est devenu une proposante des thèmes de gouvernance mondiale et non plus une simple destinataire des politiques, des points de vue. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'Afrique n'est pas l'objet du débat, elle est aujourd'hui participante et l'architecte de la gouvernance mondiale. Donc, je pense que ça, c'est un moment très important. Et puis, de l'autre côté, nous avons bien remarqué qu'il y a aujourd'hui une gouvernance mondiale qui est en crise parce que la présence américaine n'est pas là. Et d'ailleurs, cette absence américaine provoque une fracture majeure aujourd'hui à la société internationale, puisque depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, eh bien, les États-Unis sont revenus à cette politique de America First, donc d'abord à la guerre tarifaire et au nationalisme économique. Et donc ce sommet, ce G20, ce moment très important est de confronter aussi un boycott d'un type de retrait du groupe de la partie des États-Unis. C'est-à-dire, il n'y a eu aucune délégation qui a été envoyée. Et tout ça se sont peut-être interprétés par la société internationale comme une menace visant à empêcher toute déclaration des dirigeants. Mais en fait, simplement,
même si les États-Unis ont zappé le multilatéralisme, ça n'a pas pour autant arrêté l'unité des autres pays, ça n'a pas pour autant, en fait, ça même, je dirais, de sa manière à pousser les autres pays à se solidariser davantage pour protéger le mécanisme lui-même, pour protéger le mécanisme pour la gouvernance mondiale. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très symbolique. Et donc là, on a vu que l'Afrique du Sud a tenu bon. Le sommet aboutit malgré tout ce consensus écrasant qui a été au début peut-être projeté par les États-Unis. Donc je pense que c'est important aussi de souligner ce que l'attitude de Ramaphosa. Il a dit nous ne céderons pas et nous ne tolérerons aucune intimidation. Et il a surtout parlé que les autres membres se sont soudés en réaction. Et donc, ce qui est important de dire, il y a une unité aujourd'hui en Afrique. Et d'ailleurs, c'est aussi une unité qui appelle à des mesures concrètes. Donc, qui ne sont pas uniquement des mesures qui restent des slogans, mais les mesures qui peuvent être concrétisées par les pays du G20, voire par la gouvernance mondiale. Donc ça, c'est un moment très important et je pense que le message clé, c'est que même sans les États-Unis, le G20 fonctionne quand même. Et d'ailleurs, le G20 produit des résultats solides. Alors, on reste avec vous, Zang, hein, pour parler cette fois-ci de cette déclaration du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a déclaré nous ne céderons pas. On le rappelle encore, le sommet du G20 a été un sommet qui a subi beaucoup d'appels à boycott. On le rappelle encore, de nombreux dignitaires sont sortis appelant le boycott de cet événement, mais de nombreux dirigeants se sont notamment dirigés du côté de l'Afrique du Sud pour assister à ce sommet. Et malgré tous les appels au boycott, voilà, l'Afrique du Sud a organisé pardon, un sommet qui n'a pas été voilà, un sommet désagréable. Au contraire, le sommet a véritablement porté ses fruits au sortir de toutes les positions et toutes les déclarations et toutes les prises de décision qui ont été mentionnées durant ce sommet-là. On se rend compte que voilà, le sommet peut être qualifié d'un sommet qui a connu un franc succès, mais on reste voilà sur la déclaration du président Cyril Ramaphosa. Nous ne céderons pas. Alors, quand le président Ramaphosa, selon vous, Zang, quand le président Ramaphosa fait part de ces différentes sorties plutôt très poignantes et même très assurées hein, de sa personne aujourd'hui, de la position de son pays face au groupe du G20, comment est-ce qu'on peut lire voilà, une telle déclaration du président sud-africain? Je pense que d'abord, c'est une fierté, et de fierté d'être parmi le Sud global, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à partir de 2022 jusqu'à 2025 cette année, eh bien, le G20 a été présidé 4 années consécutives par les pays du Sud global. Donc, en l'occurrence, cette année par l'Afrique du Sud. Et donc, chaque édition a obtenu des résultats. Et tout cela montre que l'Afrique du Sud, faisant partie du Sud global, n'est pas des pays de faibles, mais au contraire, c'est aujourd'hui devenu une force émergente qui transforme la gouvernance mondiale. Donc, le Sud global, ça représente le Cameroun, ça représente aussi le Tchad, le Madagascar. Tous les pays africains, ça représente aussi la Chine, ça représente tous les pays qui sont en voie de développement et dont le peuple aspire à un meilleur avenir et une meilleure vie. Donc, je pense que c'est aussi très symbolique, cette déclaration de Ramaphosa, de montrer à quel point nous avons de la confiance en nous, de pouvoir bâtir un futur par nous-mêmes, par nos propres mains, par nos propres forces. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très symbolique de mon côté. Alors, on se tourne cette fois-ci du côté de notre deuxième invité de ce soir. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Nianiou Niblé, un habitué de la chaîne et un correspondant qui réside du côté du Burkina Faso. Monsieur Nianiou Niblé, Jonathan, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média. Merci à vous et merci une fois de plus de m'inviter pour ce festin d'ordre stratégique. Et merci aussi à l'ensemble de tous ceux qui nous suivent d'ici et dirigeantes d'Afrique. Alors,
la thématique, elle est placée, hein. Le sommet du G20 s'est tenu du côté de l'Afrique du Sud du 22 au 23 novembre 2025. De nombreuses mesures et de nombreuses thématiques ont été évoquées tout au long de cette rencontre d'envergure. On le rappelle encore, le sommet du G20 est un sommet qui regroupe les 20 plus grandes économies du monde, et toutes les économies du monde, ou presque, parce que les États-Unis n'étaient pas présentes lors de ce rendez-vous mondial, mais les économies du monde étaient tournées du côté de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, déjà, on va avoir votre lecture. Quelle est la lecture que vous pouvez faire sur cet événement qui s'est déroulé du 22 au 23 novembre 2025 du côté de l'Afrique du Sud? Et merci pour cette. Pour nous, nous avons suivi de près euh, cette grande rencontre qui regroupe les 20 premières puissances économiques de notre planète, vu qu'aujourd'hui, les pays de l'AES sont dans un élan de la mise en place d'une souveraineté économique, militaire, politique, etc., etc., il était très important pour nous de suivre cela de près afin que nous puissions réellement euh, maîtriser le contenu de tout ce qui devrait être dit lors de ce sommet. Nonobstant, nous pensons que, en première position, le choix stratégique de tenir cette conférence internationale des 20 premières puissances mondiales en Afrique du Sud est dû d'abord du fait que aujourd'hui, le monde entier est confronté à une crise géopolitique mondiale. Et quand vous prenez en première position la guerre économique qui actuellement a été lancée par Donald Trump lors de son arrivée avec la Chine, a créé une tension énorme entre l'empire du milieu et la puissance montante qui est craint aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique. Et de l'autre côté, vous avez l'Inde qui domine par sa démographie et qui est aussi en crise avec les États-Unis et avec aussi la Chine dans un certain nombre de sa zone frontalière. Et de l'autre côté, lorsque vous revenez en Europe, vous vous retrouvez avec un Occident, avec une Union européenne qui se trouve dans l'incapacité à se défendre militairement vis-à-vis de cette crise qui a été provoquée euh, par le groupe l'Organisation de l'Atlantique du Nord vis-à-vis de la Russie et aussi de son incapacité à se sécuriser vis-à-vis des États-Unis d'Amérique qui détiennent la sécurité de l'Union européenne. Donc, vis-à-vis de tous ces chamboulements géostratégiques et politiques au niveau de la sous-région mondiale entre l'Asie, l'Amérique et aussi de la France, de l'Europe et tout entière vers un certain nombre de pays africains, notamment des pays de l'AES, qui aujourd'hui constituent un danger pour l'économie occidentale. L'Afrique du Sud était le meilleur pays qui pouvait réellement accueillir cette conférence internationale des, des grandes puissances des 20 premières puissances de l'économie mondiale, afin que tous ces pays qui se querellent d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue technologique, puissent se regrouper là-bas et afin de discuter des questions qui les lient et de trouver des solutions notables pour le bien fonctionnement de notre planète Terre. Et en deuxième position, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a été remarqué lors de cette conférence, c'est l'absence des États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui est menacée par la politique chinoise qui est en train de prendre un ampleur majeur au niveau de la planète, qui sera d'ici 2049-2050 la première puissance indiscutable de notre planète Terre. Donc, euh, pour réellement faire une analyse dessus, ce que nous devons savoir, c'est que
la présence des États-Unis d'Amérique lors de cette conférence des 20 premières puissances mondiales de notre humanité est due au fait que aujourd'hui, euh, lorsque nous prenons une nation telle que la Chine aujourd'hui est en train d'imposer un rythme au reste du monde qui est le changement énergétique que nous sommes en train de vivre avec l'énergie renouvelable, l'électrique, que la Chine est en train d'imposer. Aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des matières premières qui permettent aujourd'hui d'imposer cette réalité énergétique-là, est détenue à plus de 70% par la Chine à travers les terres rares et, etc., etc. Or, lorsque vous prenez les États-Unis d'Amérique ont construit la puissance que nous avons aujourd'hui, surtout au plan économique, sur le pétrole, qui a été la deuxième révolution industrielle de l'histoire contemporaine. Donc, aujourd'hui, vous avez l'économie américaine qui est basée sur le pétrole, le carbone. Donc aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ne sont pas prêts que le monde entier puisse imposer un autre rythme énergétique qui viendra déjouer leur système politique et économique mis en place à travers le pétrodollar, parce que le rêve américain dont on nous chante est un rêve qui est basé majoritairement sur le pétrodollar. Et il suffit de lire un document intitulé de Brzezinski, appelé le Grand Chéquier. Vous comprendrez réellement ce que je suis en train de comme argument. Donc, il y a une politique qui a été mise en œuvre lors de l'arrivée de Trump au pouvoir vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a eu assez de giga mensonges mis en place et enfin même de dérouter l'opinion publique d'un certain nombre de réalités politiques en Afrique du Sud dont Trump a voulu réellement se surfer dessus pour pouvoir imposer une vision politique vis-à-vis de l'Afrique du Sud, ce qui a été un grand échec. Et lorsque vous prenez le contenu de ce qui a été discuté au niveau même de cette conférence, on parle de l'économie mondiale. Or, aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que l'économie mondiale aujourd'hui souffre sur certains pôles tels que dans l'Union européenne. Aujourd'hui, Trump est en train de mettre l'Union européenne de côté pour construire une politique à 100% américaine pour pouvoir concurrencer la Chine. Parce que la première menace existentielle des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, raison pourquoi aujourd'hui, il veut en finir avec la guerre de l'Ukraine pour réellement se réarmer, pour voir dans quelle mesure et quelle posture sera prise pour réellement lutter efficacement contre la montée en puissance économique militaire de la Chine qui fait craindre aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Donc, pour dire quoi, et même si les États-Unis venaient dans cette conférence, rien ne pouvait être ajouté à cette conférence, rien ne pouvait être dit une fois de plus à cette conférence parce que la position des États-Unis d'Amérique vis-à-vis même de l'orientation politique de Donald Trump a été déjà donnée depuis son arrivée. Et pour nous, c'est ce qui explique l'absence majeure des États-Unis d'Amérique lors de cette conférence. Maintenant, quant à la France, nous savons que la superpuissance économique de la France et même de toute l'Union européenne a été construite sur la miséricorde du pillage des peuples africains. Personne ne peut remettre cela en cause parce que lorsqu'on relit l'histoire, quand vous prenez l'Europe, avant même l'esclavage, l'Europe faisait partie des nations les plus pauvres de la planète. Il n'y avait jamais eu de milliardaires. Et en Europe, au moment où l'Afrique avait ses premiers milliardaires de l'histoire de l'humanité, tels que le Kanka Moussa, l'Europe n'avait pas de milliardaires. Mais les premiers milliardaires européens sont nés à l'issue même de l'esclavage. Donc, aujourd'hui, la présence de l'Union européenne à cette conférence du G20 est une question de survie parce que la naissance de l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui est en train de mettre à nu l'économie
européenne, notamment l'économie française, avec les nouvelles réformes politiques qui ont été prises par nos différentes dirigeants en train de voir. Et en France, la France est confrontée à une réalité énergétique majeure du fait de l'interdiction d'envoyer l'uranium nigérien en France. Donc pour nous, c'est l'ensemble On, de toute cette réalité qui a conduit à arriver à là. Et pour le moment, c'est un peu mon analyse que j'ai sur on va revenir, la mise en on va œuvre. revenir notamment sur la thématique un peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, on va juste faire déjà un bref aperçu du sommet. On va se tourner vers notre consort de la CGTN. On veut avoir voilà, le point de vue de la Chine. La Chine fait partie des plus grands des plus grands pardon, pays en ce qui concerne la population. On le rappelle encore, le G20, c'est un ensemble de pays qui consacrent 85% de la population mondiale. Et aujourd'hui, la Chine et l'Inde voilà, sont deux acteurs majeurs qui participent voilà, à cette augmentation de pourcentage. Alors, Zang, on va rester avec vous. Hein, on va parler maintenant de l'impact voilà, de la Chine dans ce sommet. On le rappelle encore, la Chine est un pays, est la deuxième puissance économique majeure dans le monde actuellement. Et le fait que les États-Unis, on va le rappeler encore, les États-Unis et la Chine, quand Donald Trump est revenu au pouvoir, voilà, il a essayé de créer une guerre commerciale et l'un des acteurs qui a tenu farouche, on le rappelle encore, était notamment la Chine qui ne s'est pas laissé faire et qui a durci de nombreuses fois a durci de nombreuses fois les différentes tensions, pardon, les différentes décisions prises par Donald Trump et qui lui aussi a réagi à son niveau et ce qui a permis un rééquilibrage de la balance sur un plan de vue économiquement mondial. Aujourd'hui, on se rend compte que un sommet aussi important que le sommet du G20 pour une première sur le sol africain, on constate une absence notoire des pays du pays états-unien. Et cela pose beaucoup de questions. On se pose la question de savoir est-ce que les États-Unis ne se sentent pas un peu menacés par cette nouvelle tournure, voilà, économique et même géopolitique que le monde est en train de prendre, parce que le monde, on le voit très bien, est en train de se détacher un peu aujourd'hui de cette hégémonie que obtenait, ou du moins qui était conférée directement aux États-Unis d'Amérique. Alors, moi, je veux un point de vue hein, précisément de la Chine, parce que vous êtes du côté de la Chine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette thématique que je viens d'étaler là, Madame Zhang? Intéressant votre question. Alors là, je comprends votre question en plusieurs volets, en plusieurs aspects. Le premier, c'est Exactement, que est-ce qu'aujourd'hui la Chine constitue une menace pour les États-Unis? Deux, est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis se sentent en menace envers la Chine? exactement. Des choses qui est complètement, c'est deux questions qui sont différentes. Alors en fait, d'abord pour répondre à la première question, est-ce que la Chine constitue une véritable menace pour les États-Unis? La réponse est non, parce que le monde est tellement grand et on peut très bien avoir les États-Unis et aussi la montée en puissance de la Chine, qui est derrière la Chine 1,4 milliard de personnes et qui est sortie de la pauvreté, qui est sortie, qui a achevé cette éradication de la pauvreté à partir de 2021. Donc vous voyez que la Chine est sur une voie de développement. D'ailleurs, elle est sur une voie de développement stable et très engagée vers de la prospérité économique qui est toujours en construction, qui n'a rien à voir avec les États-Unis, voilà, qui est un pays développé depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Et donc ça, c'est le point qui divise déjà les deux pays. Et donc, en fait, le développement de la Chine ne constitue pas la menace pour les États-Unis. Et autre chose, est-ce que les États-Unis se sentent en menace avec la montée en puissance de la Chine? Peut-être la réponse est oui, peut-être qu'ils se sentent en menace et c'est pour ça qu'ils essayent de faire sortir toutes ces politiques tarifaires, toutes ces politiques, toutes ces guerres économiques envers la Chine. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, la Chine d'ailleurs, comme l'a déclaré le président chinois Xi Jinping, il a eu un appel avec le président américain Donald Trump hier pour parler justement de la coopération entre la Chine et les États-Unis. Il a dit que nous avons bien vu depuis quelques semaines la coopération entre la Chine et les États-Unis
de mieux en mieux, vont de mieux en mieux. Et ce qui est important aujourd'hui à comprendre, c'est que les deux plus grands pays du monde, quand ils coopèrent, eh bien, le monde sera meilleur. Donc ça, c'est le côté, le message le plus important que le président chinois souhaiterait émettre au monde, même pour moi, quand j'interprète ce qu'il dit. Il a dit, le monde est assez grand et assez vaste pour avoir à la fois les États-Unis et la Chine de se développer. Et tout à l'heure, le point de vue de Jonathan, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a, parlé du mode de développement énergétique entre la Chine et les États-Unis, cette différence. Et aussi de l'autre côté, il a associé le côté, la crise en Ukraine avec le côté militaire de la Chine. Alors, il y a deux petites choses que je souhaiterais ici aussi mettre en clair. C'est Allez-y. que en fait, le conflit qui est en ce moment en Ukraine, euh, la Chine n'a pas contribué à cette naissance du conflit. Elle n'est pas la cause du conflit, euh, mais par contre, elle est là toujours, qui prône de la négociation, qui prône un consensus politique, qui prône aussi des négociations politiques à l'international. Donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas qu'il y a un lien direct entre le conflit en Ukraine et la montée en puissance de la Chine. Exactement, La montée exactement. Je vais juste essayer d'éclairer un peu. Il n'a pas dit que la Chine est un acteur de ce conflit. Il a juste dit que, voilà, il n'a même pas fait allusion à la Chine sur le conflit. Il a juste maintenu le fait que de nombreuses ressources en Europe ne sont plus acheminées à temps, justement à cause de ce conflit. Je tenais juste à rectifier ça pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Jonathan n'a jamais dit que la Chine était ou est un acteur de ce conflit. D'ailleurs, on le rappelle encore sur les antennes d'Afrique Média, la Chine a longtemps prôné le dialogue. On le rappelle encore dans les années et dans les mois qui sont passés. La Chine a été un acteur qui a toujours appelé, le président Xi Jinping a toujours appelé, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, à s'asseoir sur une table de négociation et à discuter et a toujours prôné la paix. Je voulais juste ramener ça pour qu'il n'y ait pas Merci pour cette d'amalgame. clarification. Pour qu'il n'y ait pas Oui, bah, peut-être que d'amalgame. tout à l'heure, il y avait un petit problème de connexion. Donc, encore une fois, je veux dire, la montée en puissance de la Chine et la montée en puissance militaire de la Chine, c'est juste pour se protéger. C'est pas une question pour menacer les autres. Ça, c'est un point très important que la Chine souhaiterait aussi montrer au monde, c'est que quelle que soit la puissance de la Chine, elle ne veut ni ingérer dans les affaires des autres, elle veut pas s'ingérer dans la politique intérieure des autres pays, Exactement. ni en effet de menacer la paix mondiale. Et c'est au contraire, la Chine souhaiterait toujours, d'ailleurs cette fois-ci, vous avez bien vu que la Chine, encore une fois, a dit l'importance de la paix, l'importance du développement mondial. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que cette fois-ci, nous avons très bien vu, durant le sommet du G20, le Premier ministre chinois Li Qiang a assisté à la première séance de ce G20 et y a également prononcé un discours sur le thème de la croissance économique inclusive et durable. Donc en fait, pour lui, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse être en paix. Et là, notre but objectif, c'est de développer la croissance économique. Il a dit d'abord, l'unité fait la force et la division n'a pas d'issue. Là, il a cité le président chinois Xi Jinping quand il a dit cette phrase. C'était le 17e sommet du G20. Et puis aussi, ce qui est important, non seulement c'est l'appel à l'unité et non dans la logique de bloc, et aussi il a parlé de l'importance de la gouvernance économique. Il faut avoir davantage d'ouverture plutôt que la fermeture. Et d'ailleurs, il faut défendre la libre-échange. Il faut également construire une économie mondiale ouverte. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il a parlé de divergence et des tensions. Que faire aujourd'hui? Quelle attitude et quelle méthode à adopter pour faire face aux tensions actuelles à l'international et qui est tellement imprévisible, qui est tellement menaçant dans notre sécurité au quotidien? Il a proposé deux choses. Un, chercher le consensus et non la confrontation. Et deux, gérer les différends par le dialogue, d'égal à égal, et de rechercher le plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire, il faut apprendre à gérer des crises d'une manière paisible. Et d'ailleurs aussi, il a également défendu l'intérêt des pays du Sud. Il a parlé de l'importance de la gouvernance mondiale. Il a dit que réformer le système existant, c'est très important et non le renverser. Et donc, en fait, il a plutôt prôné et aussi encouragé à davantage de réformes prioritaires au sein de la Banque mondiale, au sein de la FMI et au sein
de l'OMC, de l'Organisation du commerce mondial. L'idée, c'est qu'il y a davantage de voix du Sud, davantage de voix des pays du Sud et la représentation des pays en développement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que comment est-ce qu'on va pouvoir ensemble travailler ensemble pour que les mécanismes et les organisations internationales puissent représenter davantage les voix des pays du Sud qui constituent aujourd'hui la majorité de la population mondiale. Comment est-ce que ces institutions internationales peuvent mieux nous représenter? Eh bien, ça, c'est ce que prône la Chine, c'est qu'il faut trouver un plan pour tous. Et enfin, l'initiative chinoise, est-ce que il peut y avoir des actions concrètes, mais pas uniquement des slogans? Eh bien, la Chine a publié un plan d'action pour mettre en œuvre l'initiative du G20 sur l'industrialisation de l'Afrique. Et, euh, et d'ailleurs, la Chine et l'Afrique du Sud ont conjointement proposé une initiative de coopération en soutien à la modernisation de l'Afrique. Donc là, c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, c'est aussi un message qui a été émis par par le Premier ministre chinois Li Qiang. Donc l'idée, c'est que il faut avoir une diplomatie d'exécution. Il faut avoir des actions plutôt que des promesses. Une diplomatie de promesses, ça aboutit à rien, mais une diplomatie d'exécution, je pense que ça, c'est quelque chose qui est concret et ça va pouvoir aboutir à davantage d'opportunités partagées avec tous les pays du Sud et aussi d'avoir moins de crises à l'international. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, assumer la responsabilité et aussi défendre le multilatéralisme, réformer la gouvernance économique mondiale et aussi que toutes nos aspirations puissent traduire en action, main dans la main. Donc ça, c'est mon interprétation de cette édition du G20 et aussi le rôle de la Chine qui est aujourd'hui quelqu'un, euh, la Chine sur la scène internationale qui défend la paix, qui défend le dialogue et surtout qui défend le développement économique et de la prospérité mondiale. Alors, on va se tourner vers vous, Jonathan, Jonathan Nyanyou Niblé, hein, pour parler cette fois-ci de l'intégration ou bien de la voie du Sud global. On va le rappeler encore, le président sud-africain, durant ce sommet, a mis un accent très particulier, voilà, sur le développement de la voie du Sud global et de l'Afrique en particulier. On va commencer avec vous et ensuite on va se tourner encore vers Zhang Shanhui pour avoir sa lecture sur la question. Mais Nyanyou Niblé, alors le président sud-africain a tenu à mettre véritablement un accent sur la voie du Sud global et de l'Afrique. Il a notamment parlé sur plusieurs points, notamment le point de la croissance économique inclusive et de l'emploi. Il a mis un accent sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange intercontinentale africaine, la ZLECAf. Aujourd'hui, on se rend compte que l'actualité économique, ou du moins que la thématique de l'économie est un point central des différentes politique africaine, hein. Le point sur la croissance et le développement africain est une page véritablement importante que l'on peut lire aujourd'hui dans les différents agendas de nos dirigeants, mais on se rend compte aussi que parfois ça prend un peu de temps à décoller véritablement, peut-être l'insuffisance des mesures mises en place. Alors avec vous, on va essayer de développer cette partie, cette vision plutôt économique. Alors que pensez-vous véritablement? Est-ce que vous pensez que la croissance économique inclusive et de l'emploi et surtout l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, peut-elle véritablement se matérialiser dans les mois ou peut-être les années qui vont suivre? Et merci pour cette excellente question. D'abord, pour nous, cela peut être mis en œuvre sur un certain nombre de bases et de principes de prise de conscience historique des peuples africains, notamment de nos dirigeants. Parce que ce qu'il faut savoir, jusque-là, l'Afrique était considérée comme le berceau du pillage des ressources stratégiques. Et aujourd'hui, lorsqu'on prend un pays comme le Congo, c'est un bel exemple de cela. Et lorsqu'on prend aujourd'hui un pays comme le Soudan, c'est un bel exemple de cela. Même les pays de l'AES qui sont confrontés au problème des crises du terrorisme, cela est dû en partie à cela. Mais pourquoi toutes ces crises venaient réellement mettre cela en berne? C'est tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs
de cette planète qui vivent sous la miséricorde du pillage des autres peuples. Et aujourd'hui, ce que nous devons savoir est que depuis les indépendances, c'est-à-dire avant même les indépendances, l'Afrique était considérée comme étant la base qui devrait permettre à un certain nombre de pays de fonctionner, notamment les pays de l'Occident. Donc, jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes, nos économies sont majoritairement sous tutelle du pillage des ressources stratégiques qui devaient nous permettre de décoller et enfin d'aller vers un développement dont vous êtes en train de parler. Donc, on se retrouve à une difficulté énorme. Par contre, vous avez des nouvelles puissances émergentes qui arrivent, notamment la Chine, qui est une puissance économique qui effraie aujourd'hui l'Occident. Parce Jonathan, que l'Occident se trouve dans... Jonathan, s'il vous plaît, permettez-nous de Allô? prendre cet appel. Alors, bonsoir monsieur et bienvenue sur les antennes d'Afrique Média. Donnez-nous un moment, on va faire appel à la technique. Jonathan, vous pouvez poursuivre s'il vous plaît. Ok, oui. Bonsoir, Monsieur Jérôme. Bonsoir, donnez-nous un moment, on va faire appel à la technique parce qu'on a du mal à vous entendre ici en plateau. Donnez-nous quelques minutes. Jonathan, est-ce que vous pouvez poursuivre un moment, le temps que la technique puisse gérer le problème? Allez-y, poursuivez votre analyse. Excusez-nous, hein, la primauté est donnée aux spectateurs à la maison. L'émission s'appelle Appel sur le continent. Donc, si un de nos confrères africains voudrait participer à l'émission, nous avons l'obligation de le laisser d'abord parler. Donc, j'espère que cela ne vous pose pas un problème. Allez-y, monsieur Jonathan. Allez-y. Nous vous écoutons. Donc aujourd'hui, vous avez des nouvelles puissances telles que l'Inde, qui proposent des politiques gagnant-gagnant sur le continent. Et non une politique d'agression, une politique d'imposition des hommes politiques à la tête de nos différents pays, ce qui fait et ce qui continue à être mis en place par l'Occident à travers les systèmes de plutocratie démocratique qui nous imposent même souvent les dirigeants qui doivent être à la tête de notre pays et enfin de participer au pillage massif de nos différentes ressources stratégiques. Donc, pour dire quoi, aujourd'hui, la multipolarisation de l'économie mondiale pourrait permettre à l'Afrique d'atteindre cet objectif voulu par le président Cyril Ramaphosa, tout simplement parce que on a aujourd'hui des nouvelles puissances qui proposent des politiques gagnantes-gagnantes, ce qui fait que l'Occident, à un certain moment, sera obligé de revoir sa politique économique, sa politique militaire, sa politique technologique vis-à-vis des pays africains. Et nous pensons que c'est sur cette base-là que les pays africains pourront réellement enclencher la voie de cette politique économique véritablement dévoilée par le président Cyril Ramaphosa, qui a été le porte-voix des peuples africains lors de ce sommet qui regroupait les 20 puissances économiques mondiales. Et en dehors de tout cela aussi, cela pourrait arriver si et seulement si les pays africains eux-mêmes viendront par prendre conscience que notre destin doit être construit par nous-mêmes et non pas la mise en place du fruit de réflexion d'une communauté venant d'ailleurs. Parce que l'histoire de l'humanité retiendra que tous les peuples qui se sont construits sur Donnez-nous un la moment. base de leur propre potentialité et sur la base d'une prise de Jonathan, conscience. nous avons un auditeur au bout du fil. Allô, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur les antennes d'Afrique Média Télévision. Oui, bonsoir, Monsieur Jérôme. Comment allez-vous? Je vais bien, Monsieur Jérôme. Et vous aussi. Je vais bien, saluer merci. Jonathan et je vais saluer aussi la dame qui est sur Zoom loin en Chine. Elle s'appelle Zhang Je vais Shan, saluer oui. tous les techniciens. Oui, j'ai salué la dame. D'accord. Alors, concernant dans le G20, je vais dire que exactement comme c'est la première fois que ça se déroule sur le sol africain, et il y a plusieurs questions que l'on se pose.
est-ce qu'avec l'arrivée de ce qu'on appelle le monde multipolaire, est-ce que l'Afrique va capitaliser cela pour exactement sortir du joug impérialisme colonial imposé par le bloc américano-occidental? Et je pense que normalement, concernant la Chine doit être vraiment très, très pragmatique sur le continent. Bon, déjà, il est bien vrai, elle avance déjà très bien. Quand nous avons observé ce qui se passe en Éthiopie avec cette grande usine que la Chine a construite concernant la transformation du coton en vêtements, ça montre vraiment ce qu'on appelle la politique du pragmatisme chinois. Et j'ai souvent l'habitude de le dire que la première puissance qui va arriver à pouvoir industrialiser l'Afrique, c'est elle qui va gagner l'Afrique. Et je pense que si la Chine a compris cela, c'est qu'elle est sur la bonne voie. Et elle ne doit pas tarder pour être sur le chemin d'industrialiser l'Afrique parce que les autres ont compris aussi sa politique qu'elle est en train de mener en Afrique et comprennent qu'ils sont déjà en retard. Vous n'avez qu'à voir la politique que eux, tous ces blocs américano-occidentaux commencent à prôner, à parler la politique d'égal à égal, de gagnant-gagnant. Alors que hier, ce n'était pas le mot qui sortait de leur bouche. Mais je pense que c'est la politique du pragmatisme qui va pouvoir remporter sur celui qui va pouvoir investir en Afrique dans le domaine industriel. Parce que c'est de ça que l'Afrique en a besoin. Parce que l'Afrique a tout sur son sol. L'Afrique a toutes les matières premières dont le monde est en train de se discuter. Il reste alors donc exactement ces industries pour pouvoir la transformer sur place. Et la puissance qui va parvenir à faire cela gagnera l'Afrique. Donc, il ne faudrait pas que la Chine, qui a été le premier grand investisseur à ouvrir cette route, puisse prendre encore du retard parce que les autres sont en train donc de comprendre cette politique-là pour pouvoir barrer la voie à la Chine. Nous vous remercions d'avoir participé. Chine-là. Allez-y, nous pensions que vous avez terminé, mais allez-y si vous avez encore quelque chose à ajouter. Ah oui, monsieur Jérôme, bon, nous n'avons qu'à voir pour sortir ce que les Américains sont en train de pouvoir pour provoquer entre la Chine et le Japon. Parce que la semaine passée, il y avait des quiproquos qui s'entendaient selon laquelle le Japon a voulu peut-être contre-attaquer la Chine. Il y avait aussi le problème de Taïwan. Vous voyez comment ces Américains-là sont en train de pouvoir tout faire pour pouvoir empêcher la Chine de pouvoir avancer sur le plan international, sur le chiquier mondial. Bon, aujourd'hui, comme ce sont eux qui détiennent toutes les annotations à travers le monde entier, voire la FMI et l'OMS et toute autre organisation, vous n'avez plus qu'à voir quand ils veulent annoter la Chine. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît que la première puissance économique aujourd'hui du monde entier, c'est la Chine. Mais les Américains ne veulent pas voir cela apparaître un peu de partout. Mais les faits montrent que sont têtus et ça montre exactement c'est la Chine qui est la première puissance économique du monde. Et nous allons donc féliciter le gouvernement chinois qu'ils ont sorti plus de 850 millions de Chinois dans la pauvreté. Et ça montre vraiment la politique chinoise qui va bientôt dans les années à venir rivaliser de très loin les Américains. Et aussi parce que chez eux, en Chine, on ne pratique pas la politique des LGBTQ+. Alors que de l'autre côté, en Occident, on permet que l'homme et l'homme se marient et la femme doivent se marier. Et du coup, comme c'est un continent du bloc américano-occidental qui est déjà assez vieillissante, ils ont donc accéléré le vieillissement de cette Europe-là. Donc je sors par là en disant merci M. Jérôme et merci aux téléspectateurs d'Afrimédia. Merci à vous d'avoir participé. Nous invitons également tous les téléspectateurs à appeler si vous avez notamment envie de participer à cette émission. Le numéro s'affiche tout en bas de votre écran. Appel WhatsApp uniquement. Alors, monsieur Jonathan, on a été coupé. La primauté est donnée aux appelants. Nous l'avons dit en entame de l'émission, mais nous sommes surtout très intéressés par l'analyse que vous avez faite sur le développement et la croissance qui arrivera sans doute dans les années à venir en Afrique. Allez-y, Jonathan. Et aussi, en dehors de cela, il faut que les peuples africains prennent conscience
qu'ils pourront se construire et atteindre cet objectif voulu par le président sud-africain à partir du moment où ils seront ancrés dans les potentialités socioculturelles. Parce que l'une des plus grandes forces qui ont permis à certains pays tels que la Chine, toujours comme exemple, et l'Inde, aujourd'hui à être parmi les plus grandes puissances économiques mondiales, notamment des G20, est due au fait que ces nations sont très, 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 très rattachées à leurs différentes cultures et à leurs différentes traditions. Donc, il faut que les peuples africains, il faut réellement ces objectifs, il va falloir réellement qu'il y ait un retour direct, sans aucun doute, vers nos potentialités socioculturelles. C'est sur cette base que nous pourrons réellement atteindre ces objectifs. Et en plus de cela, il faut que les peuples africains, il faut que nos différentes nations arrivent réellement à tracer eux-mêmes leur propre chemin au plan économique, au plan technologique, au plan politique, au plan militaire. Parce que ce qu'il faut savoir, on ne peut pas continuer toujours de dire que nous voulons aller au développement tout en ayant comme narratif ceux-là même qui nous ont soumis à l'esclavage et à la colonisation. Je vous prends à titre d'exemple une nation telle que la Chine. Après la révolution de 49 et la crise entre les communistes et les nationalistes, on a eu la naissance de la nation supposée, la Chine-Taïwan, qui a été appuyée par les États-Unis afin d'influencer la Chine continentale et afin de participer à la domination de cette partie du monde. Mais lorsque vous prenez de 49 jusqu'en 71, les États-Unis d'Amérique reconnaissaient la Chine-Taïwan comme étant le gouvernement légitime de toute la Chine continentale. Et, ce n'est rien d'autre que, en 71, que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a reconnu le gouvernement chinois comme étant le gouvernement légitime de la Chine, et ce n'est rien d'autre que en 1979 que les États-Unis d'Amérique vont finir par accepter que de la Chine continentale est reconnue comme étant le gouvernement légitime de la Chine en lieu et place du gouvernement de la Chine-Taïwan. Donc, pour dire quoi? Aujourd'hui, il faut que les peuples africains conçoivent eux-mêmes leur propre paradigme. Il faut que les peuples africains conçoivent eux-mêmes leur propre narratif pour réellement s'imposer au reste du monde. Parce que tant que nous allons rester dans les narratifs coloniaux, tant que nous allons rester dans le paradigme colonial, sachez que l'Afrique ne pourra jamais impacter le reste du monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui, par exemple, sauve une nation telle que la Chine au moment où les Américains se voient comme le gendarme du monde entier, et y compris les Occidentaux. La Chine se trouve dans une posture, c'est de travailler en ayant des dirigeants qui sont au service du peuple chinois, qui n'ont rien à rendre compte, comme compte au reste du monde. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat de la Chine qui s'est imposée. Monsieur Yannou, l'idée, et du plan mondial de mettre sous pied. Allez-y, allez-y, nous avons qui eu est en un train souci d'internet. de mettre sous pied une nouvelle. Allez-y. Ok. Qui est en train de mettre sous pied une nouvelle politique de pragmatisme avec les pays auxquels ils venaient par tisser des relations diplomatiques et économiques. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons ce cas. Quand vous prenez aujourd'hui les matériels militaires qui rentrent au Burkina Faso, une grande partie vient de la Chine. Quand vous prenez la relance économique qui est en train d'être mise en place, il y a des hommes d'affaires chinois qui réellement viennent avec des politiques gagnantes-gagnantes. Quand vous repartez au Mali, quand vous repartez au Niger, nous avons des politiques gagnantes-gagnantes avec ces nations. Et réellement, c'est ce que nous voulons que nos dirigeants fassent, et non une politique
politique de soumission et non une politique d'homosexualité et non une politique d'imposition de ceux-là même qui doivent nous gouverner. Donc pour nous, aujourd'hui, l'Afrique sera sur le bon chemin si et seulement si nous avons des dirigeants qui sont au service de nos peuples et si et seulement aussi et nous avons aussi un peuple africain conscient des enjeux géopolitiques du moment et aussi des dirigeants conscients que nous devrons nous construire sur la base de notre propre narratif, sur la base de notre propre paradigme. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, on reste avec vous, Jonathan. On va parler cette fois-ci de transition énergétique et de climat. On va faire une sorte de mise au point. Voilà, les pays de l'Alliance des États du Sahel, vu que vous êtes au Burkina Faso, l'un des acteurs majeurs de cette confédération des États du Sahel. On s'est rendu compte que dans les mois qui sont passés, dans les semaines qui sont passées, les dirigeants de ces pays-là ont eu à prendre des décisions voilà, qui sont pour la souveraineté de ces pays. On se rend compte que le cas du Burkina Faso, par exemple, qui a été l'un des pays qui a décidé, le président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de retirer certaines licences d'exploitation des minerais précieux pour son pays. Aujourd'hui, quelques semaines après, dans le sommet du G20, nous avons le président Cyril Ramaphosa qui fait état voilà, d'une transition énergétique. Alors, est-ce que le continent africain aujourd'hui, dans son plus grand ensemble, vu que nous parlons principalement de l'Afrique, est-ce que le continent africain aujourd'hui, dans son plus grand ensemble, peut-il véritablement, avec le resserrement et même le renfermement de ces minerais pour utilisation personnelle, hein, peut-il véritablement migrer vers un nouveau style d'énergie, Monsieur Nyanyou Niblé? Oui, absolument. Et les peuples africains peuvent arriver à cela parce que quand vous prenez aujourd'hui l'Afrique, c'est le réservoir de toutes les ressources stratégiques et qui ont permis à l'humanité de fonctionner dans le passé, dans le présent et même dans le futur. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous prenez le reste du monde, tout le monde croit réellement que l'Afrique est la future terre d'immigration. Mais pourquoi ces derniers pensent que l'Afrique est la future terre d'immigration? C'est tout simplement parce que les ressources géostratégiques qui permettront au monde entier de fonctionner sont des ressources qui se retrouvent majoritairement sur le territoire africain. Donc, vis-à-vis de cela, à partir du moment où nous avons ces ressources stratégiques-là, il va falloir que les dirigeants africains voient dans quelle mesure ils pourront tisser de nouvelles relations diplomatiques, surtout et commerciales, avec ceux-là même qui proposent des politiques pragmatiques et au reste du monde, tel que la Chine, qui est en train d'imposer une nouvelle transition énergétique, qui est la troisième transition énergétique de l'histoire contemporaine. Après la première transition détenue par l'Angleterre et la deuxième transition détenue par les États-Unis, dont énergétique était le pétrole. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième révolution industrielle avec à tête de peloton la Chine qui est en train de proposer la nouvelle méthode technologique avec le renouvelable. Quand on prend aujourd'hui le cobalt, le lithium, toutes ces ressources stratégiques qui permettent aujourd'hui à la Chine d'imposer une nouvelle volonté politique, technologique au reste du monde avec des véhicules électriques dont la Chine détient la première fabrication de l'humanité actuelle. Donc aujourd'hui, étant donné que l'Afrique... Monsieur Nyanyou Niblé, sans doute un problème de... étant donné que, Allez-y, Nyanyou. l'Afrique détient ces différentes ressources, étant donné que l'Afrique détient ces différentes ressources stratégiques-là, c'est à nous maintenant de mettre en place une bonne politique, surtout au niveau de notre système éducatif. Orienter notre système éducatif vers la science en tissant des nouvelles relations avec les pays de l'Est, tels que la Chine, l'Inde, etc., etc. Et en deuxième position, tisser des liens commerciaux gagnantes avec ces pays-là. Et en trois, faire appel à des industriels pour venir installer des usines
un peu partout sur l'étendue du territoire africain. Et d'ailleurs même, certains pays tels que la Chine et l'Inde ont déjà commencé cela dans certains pays tels que le Kenya, tels que l'Éthiopie, et même en Afrique du Sud, etc., avec cette nouvelle élan qui est en train d'être mise en place aussi au niveau des pays de l'AES. Ce sont des nouvelles industries qui sont en train d'être mises en œuvre dans nos différents territoires. Donc, raison pourquoi, et pour aussi arriver à cela, nos dirigeants, par exemple, au niveau des pays de l'AES, ont compris qu'il faut que nous contrôlions toutes ces ressources stratégiques pour ne pas que cela soit à la portée de nos ennemis d'aujourd'hui. Et raison pourquoi aussi ces derniers nous ont imposé, par exemple, la crise du terrorisme que nous sommes en train de vivre. Parce que la crise du terrorisme n'est rien d'autre qu'une mise en scène d'une nouvelle politique de recolonisation des pays africains dans l'optique de braquer nos ressources stratégiques au profit des industries américano et occidentales. Parce que quiconque détient les ressources stratégiques, les ressources minières, minéralogiques et énergétiques, détient l'industrie. Et c'est ce que assez de pays ont compris. Non? Et donc, à partir du moment où certains pays tels que les pays occidentaux n'arrivent plus à compétir devant les grands industriels chinois et japonais et indiens, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de créer le chaos généralisé dans les pays africains dans l'optique réellement d'atteindre leurs objectifs. Donc, pour dire quoi? On doit être capable de nous sécuriser. Il faut que les peuples africains mettent sous pied un moyen de sécurisation de leurs différents territoires. Et c'est ce que, par exemple, un pays tel que la Chine est en train de mettre en œuvre. Parce que quand vous prenez un pays tel que la Chine, si elle n'arrivait pas réellement à se sécuriser, à développer tous ces moyens technologiques pour assurer sa sécurité continentale, sachez que les Américains vont mettre tout en place pour détruire ce pays-là parce que pour eux, ils sont en compétition avec les autres du monde. Même si les autres du monde prétendent qu'ils ne sont pas en compétition avec eux, mais pour eux, ils sont en compétition parce que dans la psychologie des autorités compétentes américano et occidentales, pour eux, le monde entier doit être à leur possession et il doit être ceux-là qui doivent décider du destin du monde entier. Et c'est ce que nous avons vu avec le cas de la Libye, avec la destruction de la Libye tout entière. Donc, c'est un exemple concret. Donc, pour nous, il va falloir réellement revoir notre système éducatif, revoir nos relations diplomatiques et aussi le contrôle de nos ressources stratégiques, tout en ayant une même mise sur nos ressources stratégiques avec ceux-là à qui nous aurons des relations diplomatiques, les relations commerciales, etc. Et aussi revoir notre enseignement supérieur tout en mettant en place des écoles technologiques qui vont nous permettre, dans quelques années, passer à la transformation de ces ressources stratégiques-là pour permettre le développement et la mise en œuvre d'une politique souverainiste réelle qui pourra nous permettre réellement de sortir de l'ornière parce que quiconque détient l'économie décide de la voie politique qui doit être mise en œuvre. C'est de cela qu'il s'agit. Mais on va parler cette fois-ci de la question de sécurité, hein. L'un des engagements, l'un des engagements clés de cette rencontre d'envergure. Monsieur Nianou Niblé, je pense que nous avons un problème de connexion, mais la question posée est celle-ci. L'un des engagements clés, comme je disais, de ce sommet du G20, est voilà la résolution des conflits. Au début de vos propos, vous avez cité des pays comme le Soudan et la République démocratique du Congo comme étant des pays où des puissances étrangères maintiennent le chaos pour se prévaloir d'un certain nombre d'avantages, notamment en ce qui concerne les minerais et les biens souterrains. Alors, est-ce que vous pensez réellement qu'au sortir du G20 aujourd'hui, nous aurons véritablement une résolution de conflit en République démocratique du Congo ou encore du côté du Soudan, quand on rappelle que ce n'est pas la première fois qu'une telle résolution est mentionnée et même que des résolutions sont prises
de ce côté-là. On va rappeler les nombreuses rencontres qui ont eu lieu aux États-Unis entre voilà, les présidents de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda, qui c'est des décisions qui avaient été mentionnées, des propositions de paix, mais qui aujourd'hui n'ont donné aucun résultat. Et également au Soudan, aujourd'hui encore, le G20 parle d'une résolution de conflit. Est-ce que au sortir de là, on aura véritablement une cessation et un retour à la paix dans ces zones qui est notamment en trouble depuis un bon moment maintenant? Oui, il faut le dire. Euh, Ce que nous devrons savoir est que la sécurité mondiale sera toujours menacée. Pourquoi la sécurité mondiale sera menacée? Parce que il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont construits sous la miséricorde du pillage des ressources stratégiques d'un certain nombre de pays pour se maintenir dans le chiquet des grandes nations. Je parle notamment du bloc américano-occidental. Et aujourd'hui, ce bloc sera prêt à tout faire pour réellement atteindre ses objectifs tout en passant par le bruit des armes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le reste du monde. Quand vous prenez aujourd'hui la plupart des crises majeures qui endeuillent notre humanité, sont des crises qui sont réfléchies dans des laboratoires en Europe. À titre d'exemple, quand vous prenez aujourd'hui le terrorisme au Sahel, personne ne peut venir convaincre un Burkinabé, un Malien, un Nigérien que le terrorisme n'est pas une invention occidentale. C'est une pure invention occidentale dans le but de nous soumettre à leur volonté politique et économique. Parce que ces derniers aujourd'hui vivent au-dessus de leur potentialité économique. Et lorsqu'ils se retrouvent dans des difficultés économiques telles qu'un pays et comme la France, qui est la nation la plus endettée de toute l'Union européenne, avec une dette estimée à 3 000 milliards et à 39 000 milliards de dollars, à un certain moment, elle est obligée de faire recours aux pays africains pour piller leurs ressources stratégiques et enfin de se maintenir dans le chéquier des grandes nations. Parce que toutes ces grandes entreprises françaises qui sont dans le reste du monde n'arrivent plus à compétir avec des entreprises telles que des grandes entreprises en Chine, telles qu'avec des grandes entreprises en Inde, etc. Au contraire, les entreprises faisaient le leadership, par exemple, de la France et de toute l'Union européenne sont en train d'être achetées par l'État chinois. Et c'est voici des faits. Donc, aujourd'hui, les petites nations qui n'arrivent pas à assumer ou à assurer leur sécurité seront objets de plusieurs tentatives de déstabilisation. Maintenant, pour que la planète Terre, pour que notre monde arrive réellement à une sécurité, il va falloir que toutes les nations du monde arrivent à avoir une influence sécuritaire énorme tout en mettant en place leurs propres bases de sécurité, telles que l'obtention même du nucléaire, telles que l'obtention des moyens technologiques puissantes de l'histoire de notre époque. C'est sur cette base que quand chacun aura une influence chez soi, lorsque chacun sera craint en ayant des armes de destruction massive, il aura la paix. Parce que quiconque prépare la paix doit d'abord préparer la guerre. C'est de cela qu'il s'agit. Car lorsqu'on prend aujourd'hui une nation telle que la Corée du Nord, une nation telle que la Chine, etc., une nation telle que la Russie, n'eût été la détention de l'arme nucléaire qui permet à l'Occident de réfléchir 2 fois de plus, ces nations allaient être déstabilisées parce que ces nations constituent un danger pour leur expansion impérialiste. Et c'est ce que je disais dans mon allocution précédente. Une nation telle que la Libye,
n'a pas eu l'opportunité de se sécuriser. Aujourd'hui, elle a été déstabilisée. Et nous voyons comment aujourd'hui la Libye se trouve. Or, la Libye détient une arme très puissante qui est le pétrole aujourd'hui, qui est pillé par ces nations-là. Donc, voici tant de réalités. Donc, pour nous, il va falloir que les peuples africains prennent conscience qu'ils doivent construire leur défense, qu'ils doivent construire leur sécurité. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a compris, c'est ce que le général Assimi Goïta a compris, c'est ce que le président Tchani, le général Tchani a compris, tout en mettant en place plusieurs batteries de mesures de défense et de sécurisation de nos différents territoires, tout en mettant en œuvre une politique de non-retour pour bouder les terroristes hors d'état de nuit de nos différentes frontières et enfin de nous sécuriser et de prendre des mesures contraignantes au plan économique, au plan politique, au plan militaire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au sein des pays de l'AES. Donc, pour nous, nous pouvons dire que le monde arrivera à une sécurité si et seulement si tous les pays africains puissent réellement avoir des armes de destruction massive qui pourront permettre aux autres de se respecter soi-même. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, c'est sur cette intervention que nous allons mettre un terme à ce numéro d'appel sur le continent. Nous vous remercions, Jonathan, d'avoir été des nôtres aujourd'hui, encore une fois de plus. Merci de votre disponibilité. Merci à vous. Alors, nous avons eu un deuxième invité. Il s'agit bien évidemment de Zhang Shanhui qui est basée du côté de la Chine, mais à cause de certains problèmes techniques, elle a dû se déconnecter, mais elle nous a rassuré qu'elle a été ravie d'être des nôtres également aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est avec ces remerciements que nous mettons un terme à ce numéro d'appel sur le continent. Nous vous invitons à rester scotchés sur les antennes de la télévision panafricaine pour la suite des programmes. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Attends, merci. Je prends le lien.